presse. Ouais. Revue de presse des magazines que vous n'avez pas encore lu. Ouais. Oui. Et d'abord, un livre qui a été vanté par les journaux et qui est tout indiqué dans cet entre-deux-tours parce qu'il parle du pouvoir, mais d'une manière originale. Plusieurs journaux en avaient parlé, vous voyez ici, Libération ou l'hebdomadaire L'Express. Il a même reçu un grand prix, ce livre, le prix du livre de mode. Ça s'appelle Les habits du pouvoir et ça explique tous les enjeux du vêtement pour les hommes de pouvoir, uniquement les hommes, parce qu'on parle finalement moins du vêtement masculin que les vêtements féminins qui sont à longueur de magazine évoqués. Or, il y a beaucoup à dire aussi sur les vêtements des hommes. Comment, par exemple, on en est arrivé à l'uniformisation quasi totale des vêtements des hommes de pouvoir de nos jours? Presque aucune fantaisie n'est acceptée. Vous allez voir une photo, regardez à gauche, le costume bleu avec des légers carreaux de Reagan en 82 est le maximum toléré. Il fut acteur. Oui, mais c'est vraiment le grand maximum. Hein. Sinon, la norme, c'est plutôt Mitterrand à côté, c'est-à-dire du noir ou du bleu marine. Droite, alors, là. Voilà, ça c'est pour les Occidentaux, parce qu'à côté, vous voyez qu'en Afrique, il y a plusieurs écoles. Vous avez le costume occidental du monsieur qui est au milieu, le costume au contraire totalement africain du monsieur de gauche, ou alors le compromis entre les deux avec effectivement le président Mobutu, qui est un peu à l'occidental, mais avec quand même la toque par-dessus le costume classique. La toque léopard. Voilà. Même les femmes, figurez-vous, les femmes de pouvoir ne s'autorisent des fantaisies que quand elles sont en Afrique ou en Asie. Vous voyez à droite Indira Gandhi, bon, elle c'est normal parce qu'elle est indienne, ou Margaret Thatcher parce qu'elle est en visite en Afrique sur cette photo. Ah, ce qui explique cette robe de chambre. Parce qu'à Londres, bon, c'est très joli. À Londres, elle s'habille pas comme ça, si vous voulez, à l'époque. Non, c'est pas sa robe de chambre, c'est une robe de bal. Voilà. Mais pour l'Afrique, ils étaient en visite, je ne sais plus, au Kenya, je crois. Ouais. Et alors, cette uniformisation du costume des gens de pouvoir, c'est justement la faute aux Anglais, avec le dandy Georges Brumel au 19e siècle, qui décide que la couleur est vulgaire et qu'il faut s'habiller en noir ou maximum en bleu marine. Donc en sobre, et que tout le reste est de mauvais goût. C'est censé être moderne et plus égalitaire, mais je rappelle qu'auparavant, regardez, les hommes avaient droit à toutes les exubérances. Regardez Louis XIV, ça c'est très connu. À gauche, un Maharaja au XXe siècle, hein, ou le chef Sioux du milieu, tout ça c'est au XXe siècle. Et Louis XIV, évidemment, chez nous, ça s'arrête à la Révolution. Hein, on avait droit à toutes les couleurs et des froufrouf en freluche chez les hommes jusqu'à la Révolution, et ça se gâte au 19e. Louis XIV, Louis, il était assez fashion. Hein. Oui, il y va à fond, oui, effectivement. Oui. Et les papous, encore aujourd'hui, eux, ils sont presque tout nus. Mais ils n'enlèveraient pour rien au monde les ornements de perles et de plumes qu'ils portent, parce que là, ils auraient l'impression d'être tout nus. Vous voyez ? Bien sûr. Donc c'est le superbe livre, Les habits du pouvoir, aux éditions Flammarion, qui vous explique ça. Heureusement, les enfants, les jeunes garçons échappent à cette uniformité aujourd'hui. Regardez le magazine Marie-Claire Enfant qui nous prédit le retour de la couleur cet été. Vous voyez le costume du petit garçon à droite. Alors c'est toujours le garçon en bleu et la fille en rose, mais il y a quand même de l'originalité. On verra si la prédiction de Marie-Claire se réalise sur nos enfants ou pas. Je termine avec, dans le même esprit, la revue Né, épaisse et très intéressante revue qu'on trouve dans les librairies. Et le numéro de printemps nous explique cette fois la signification des parfums. Qu'est-ce qu'on portait en fonction de chaque époque? Les parfums féminins qui sentaient la rose ou la violette avant la guerre de 14. Et puis après la guerre de 14, quand il y a une libération féminine, ça devient des parfums plus puissants, plus forts. Exactement quand elle se libère du corset ou quand elle se coupe les cheveux, par exemple. Et la question des hommes, est-ce que la virilité peut se parfumer? Et si oui, comment? Vous lirez tout ça dans les passionnants articles de la revue Né. Il y a marqué Né sur la revue, ça s'appelle Né, N-E-Z. Voilà. Vous lisez Né, là? Ah oui, vous le voyez pas? C'est stylisé, mais c'est Né. Moi, je lis S-E-Z. Ah, parce que vous lisez le blanc, mais non, c'est le rose. C'est le rose qu'il faut lire. Ben, je sais pas. C'est un N. C'est un bon test, ça, pour l'opticien. Qu'est-ce que vous lisez là-dedans? Remets-le-moi, parce qu'il faut que j'aille voir. Fais voir. Et le nez stylisé à sa plus simple expression en dessous. C'est vrai qu'on dirait un S, hein? Moi, vous voyez pas le nez, le N? Non, je vois mal le N. Ou pas très bien. C'est drôle. Bon. Je vois aussi... Bon, enfin bref, c'est pas l'essentiel. Excusez-moi, digression. Ou digression, plus exactement.